parallèle est évident. Mahi Matip avait refusé de respecter le mot d'ordre de boycott du scrutin d'avril 1959 qui suivait celui du 23 décembre 1956 boycotté par l'UPC. Et Célestin N'Djamène, de son côté, vient de refuser le boycott qu'a prôné le MRC. Donc le parallèle est évident entre les deux. Tous les deux personnages sont de grandes figures de leurs partis politiques respectifs et tous les deux ont refusé de s'en tenir au mot d'ordre de la direction du parti. Donc la corrélation entre les deux est évidente. Si on n'est pas d'accord avec la direction de son parti, où est la trahison là-dedans, où est la traîtrise? Nous sommes en démocratie, il faut accepter qu'il existe des courants de pensée dans des mouvements politiques. Où est la trahison là-dedans? Je ne crois pas que ce thème soit adapté. Il n'y a pas de trahison. Ils ont exprimé leur opinion et je pense, pour ce qui me concerne, que c'est le principe même de la démocratie. Dans les partis politiques, il y a des courants de pensée. Les partis unanimistes, à la limite, vous nous renvoyez dans les partis fascistes. Parce que même dans les partis communistes, à l'époque où le communisme était en vogue, il y avait un débat interne et il y avait des courants. Bon, ceci s'achevait par ce qu'on appelait le centralisme démocratique. À savoir, on menait le débat et lorsque l'on adoptait une position, tout le monde était tenu de la défendre. Maintenant, est-ce que ce principe du centralisme démocratique était-il appliqué au sein de l'UPC? Je n'en sais rien. D'autre part, est-il appliqué au sein du parti de N'Djamène? Je n'en sais rien. Mais parler de traîtrise, moi je crois que le mot est un peu fort. La réponse est évidente. C'est Pierre Messmer qui a amené le problème de la réunification auprès du gouvernement français. C'est lui qui a fait que le gouvernement français accepte le principe de la réunification. Il avait fait savoir à Paris qu'en devenant favorable à cela allait diminuer la propagande de l'UPC. Donc, si le gouvernement français a cessé d'être hostile au projet de réunification du Cameroun, c'est-à-dire de la reconstitution du Cameroun divisé le 4 mars 1916, c'est grâce à Pierre Messmer. Ça, c'est une vérité historique. Avant Pierre Messmer, le gouvernement français y était totalement opposé. Maintenant, du côté du Cameroun méridional, c'est-à-dire la partie du Cameroun sous administration britannique, et la personne qui a le plus activé le dossier de la reconstitution du Cameroun, en tout cas pendant les dernières années, a été John Gufoncha. John Gufoncha a beaucoup œuvré pour la réunification et il était tellement déterminé à la réaliser que je peux dire qu'il n'a pas suffisamment intégré tous les contours de cette situation nouvelle. Et il s'est focalisé, lui et les autres, s'il n'était pas seul, la délégation qu'il dirigeait, ils se sont focalisés sur le côté, on va dire, juridique, c'est-à-dire le côté, les statuts, la constitution et autres. Alors qu'il y avait un problème culturel fondamental qu'ils ont éludé. Et les deux peuples, les deux communautés
vivaient séparées depuis déjà 40 ans, plus de 40 ans. Elles avaient évolué différemment. Il fallait penser la question culturelle. Et celle-là, tout au long des débats avant la rencontre de Fumban, pendant la rencontre de Fumban et au lendemain de la rencontre de Fumban, qui s'est soldée par la réunification le 1er octobre 1961, il n'a pas été question de questions culturelles. Au contraire, il a été consacré le maintien de ce qu'on appelle le double héritage culturel franco-camerounais, donc le double héritage culturel colonial. Et Ahidjo, de son côté, était venu avec déjà une constitution élaborée qu'il a pratiquement imposée à la délégation de Foncha avec la complicité de Foncha. Parce qu'il ne faut pas dédouaner Foncha dans ce qui s'est passé à Fumban, ni Foncha, ni tous les autres délégués qui sont venus à Fumban. Aujourd'hui, les gens ont beau jeu de dire que oh, ils ont été trompés à Fumban, les francophones les ont trompés à Fumban. Non, les francophones n'ont trompé personne. Tous les délégués de Fumban ont accepté ce qui s'est passé à Fumban. Personne n'a été forcé de signer les documents de Fumban. Personne. Tous étaient d'accord, puisque chacun d'eux a obtenu satisfaction. Les délégués, le président Ahidjo a maintenu son pouvoir, il a même accru, il était devenu président d'un territoire plus grand, avec l'arrivée du Cameroun méridional. Charles Assal, qui était Premier ministre, il a maintenu son poste de Premier ministre. Louis Kemayouapi, qui était président de l'Assemblée législative du Cameroun, donc devenu Assemblée nationale, il a maintenu son pouvoir, donc l'Assemblée du Cameroun législative du Cameroun est devenue Assemblée, comment on appelle ça, du Cameroun oriental. Et de l'autre côté, Foncha, qui était Premier ministre du Cameroun oriental, était devenu, il a maintenu son poste et il est devenu vice-président de la République. Plein de gens qui étaient des ministres au Cameroun méridional le sont devenus dans la République fédérale. Et les chefs, les FON et autres ont maintenu leur assemblée particulière avec tous les avantages qu'ils avaient auparavant. Et plein de fonctionnaires sont devenus des fonctionnaires fédéraux, dont leurs salaires se sont accrus. Et enfin, on a décidé de créer une assemblée fédérale dont les premiers députés fédéraux ont été nommés, ils n'ont pas été élus. Dès le début de la fin de l'année 61, il a fallu donc nommer des députés fédéraux des deux côtés. Donc on a choisi des députés dans ce qui était devenu à partir du 1er octobre 1961 le Cameroun occidental et également des députés du Cameroun oriental pour constituer l'Assemblée fédérale. Donc tout le monde est sorti gagnant. Tout le monde, je dis bien, tout le monde est sorti gagnant de Fumban. Sauf que le problème fondamental, ce n'était pas un problème juridique, c'était un problème culturel. Et tous les trois acteurs principaux, en tout cas, Mesmer n'était plus là, mais les deux qui étaient restés, à savoir Foncha et Ahidjo, et leurs délégations respectives, toutes les deux ont été d'accord dans ce qui s'est passé à Fumban. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a eu du péril, mais ce n'était pas des enfants. Donc, s'il y a un problème aujourd'hui, le problème est avant tout un problème culturel, et nous le vivons aujourd'hui. Et il est un problème culturel parce que cette question n'avait pas été abordée à Fumban. Donc, voilà les trois complices. C'est évident, c'est évident. Le parti, je crois que c'est le PCRN, a remporté les élections dans la région natale
de son président, en tout cas celle dont il est originaire. On a vu Njombe, Kingé, réélu dans son coin. On a vu Dakole dans l'extrême nord, avec le MDR, réélu là-bas aisément. Et naturellement, les boycotteurs sont à 90% au moins originaires de la même région que le président de ce parti. Donc comment nier que le vote a été tribal? C'est une évidence. En l'état actuel des forces politiques au Cameroun, le troisième président du Cameroun, si ce n'est pas un coup d'État ou une insurrection, sera inévitablement issu du RDPC. Ça plaît, ça ne plaît pas, mais c'est l'évidence. Aucune formation politique au Cameroun à ce jour ne peut battre le RDPC. Si peut-être on avait avec nous une loi électorale consacrant l'élection à 2 tours, bon, on aurait pu miser sur le fait qu'au premier tour, le RDPC ne puisse pas avoir 50% des voix. Mais nous avons un scrutin à 1 tour. Moi, je ne vois pas comment est-ce que, en l'état actuel des forces, un parti politique autre que le RDPC pourrait arriver en tête. Donc, bon, il y en a qui pensent le contraire, mais l'avenir le dira. Mais en l'état actuel des forces, aucun parti politique de l'opposition ne peut arriver en tête à une élection présidentielle après d'hier. Donc le troisième président du Cameroun sera un RDPCiste. Voilà ce que moi je vois et j'aimerais bien qu'on me démontre le contraire.